Notre pays a une tradition littéraire compassée, trop souvent poussiéreuse. Les auteurs entretiennent malgré eux un fantasme dépassé. Moi le premier. Écrivons aussi pour divertir, pour raconter des histoires. Apprenons à le faire comme les anglo-saxons. Le livre que j'aime tant vit avec ceux qui les dévorent sans complexe. C'est à eux que je veux parler. C'est à eux que je veux offrir de bonnes histoires, que je veux faire rêver. Bon. Il n'y a plus qu'à faire revenir tout le monde. Je crois qu'avec tous ces numéros que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais attardé à ce qu'il se pouvait se faire en France. Et aujourd'hui, je vais un peu corriger cela. Alors que de nos jours, la fantasy en France est encore vue comme un sous-genre via quelques personnes haut placées pétant plus haut que leur cul, ça n'a jamais empêché des auteurs et autrices bien de chez nous de se frotter au genre. Je pense par exemple à Philippe Elby avec les 3 portes que l'on pouvait classer dans la case low fantasy, un peu comme le Narnia de Lewis d'ailleurs, trouvable dans la bibliothèque verte, un peu l'ancêtre du young adult quand on est un vieux con comme moi. Mais assez parlé des anciens. Vous l'attendiez tous, n'est-ce pas ? La plupart d'entre vous les connaissent et la plupart d'entre vous sont déjà convertis à la fantasy finalement. Mais il va être temps de parler de ceux qui écrivent encore, de ceux dont on parle encore, de ceux qui ont su se hisser au-dessus de la masse pour se faire un nom. La vie est bizarrement faite. Elle se contrefout souverainement des convenances, de la décence et des bonnes manières. Jean-Philippe Jaworski est, avant d'être un écrivain, aussi un rôliste passionné, et cela depuis 1983, et qui aboutira en 2005 à sa plus grande consécration en tant que rôliste, celle de sortir un JDR, et pas n'importe quel JDR, un JDR historique ma foi très intéressant si un historien se cale derrière l'écran du MJ. Je veux bien sûr parler de Tédéum pour un massacre, édité par Matagot, un JDR médiéval historique se déroulant en plein milieu des guerres des religions. Ah, Jean-Philippe Jaworski, je crois que beaucoup de personnes n'étaient tout simplement pas prêtes à ton arrivée dans le milieu littéraire, surtout avec Gagner la guerre. Pour résumer Gagner la guerre, un univers typé Italie de la Renaissance, avec son cortège d'intrigues politiques, beaucoup penseraient immédiatement que Jaworski a fait son George R.R. Martin. Et dans un sens, oui, on pourrait le croire. Un anti-héros, des personnages bien plus humains et éloignés de l'heroic fantasy dite classique, et remplis de codes devenus des poncifs trop utilisés et parfois un peu gonflants. Je parlerai ici essentiellement de Gagner la guerre, car c'est là sa pièce maîtresse dans ses parutions. Oh, tout à fait. Pardon, réflexe. Messieurs, je revois. Toi, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Bon, t'es gentil, mais tu vas pas me déconcentrer bien longtemps. Tu vas parler de Jean-Philippe Jaworski. Je t'ai déjà fait les présentations. Pour parler de Gagner la guerre, c'est extrêmement simple. Prenez un univers de fantasy typé Renaissance, placez-le dans une Venise fantastique qu'on nomme ici Chiadula ou Ciadula, je pense, mon italien laisse aussi à désirer, et vous avez à peu près la base que l'on peut avoir avec Gagner la guerre. Tout cela pour dire que cette histoire prend tous les composants que l'on peut imaginer de Venise du temps de sa puissance. Intrigue politique mortelle, trahison, art grandiose, coupe-coche sordide, et je passe toute la panoplie d'une ville de la Renaissance ayant sombré dans le côté obscur. Je pourrais m'attarder aussi sur le personnage que nous suivons dans ce pavé de presque 1000 pages. On peut dire qu'il a été édité chez Plomb. Le choix du personnage que l'on nomme Don Benvenuto est intéressant tant en termes de protagoniste que de création dans celui-ci. On va pas se le cacher, maintenant depuis quelques décennies, et cela tous médias confondus et tous styles confondus, il est beaucoup plus facile de s'intéresser à un salaud sarcastique qu'à un héros à la Superman sans aucun défaut, et cela Jean-Philippe Jaworski l'a très bien compris. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire, en fait je ne vais absolument rien dire, mais néanmoins je ne peux que vous conseiller chaudement Gagner la guerre, qui n'a rien à envier d'un Trône de fer de George R.R. Martin ou de Légende de David Gemmell. Puis bon, je vais pas me répéter, je vais arrêter là, après tout, une fois de plus, cela prouve que les récits avec des prophéties et autres genres de poncifs éculés se font de plus en plus rares. Mais, malgré une liste de parutions qui mériterait un épisode pour lui tout seul, il est clair que nous reverrons celui-ci d'ici peu, que ce soit en termes de JDR ou de roman.
Il serait bon que tu te prépares. Le prochain que je vais faire revenir, c'est Nyarli. Et vu dans l'état que je l'ai laissé la dernière fois, je suis pas très sûr qu'il soit encore très sain d'esprit. Si tu vois ce que je veux dire. Estelle Faye boit trop de café, travaille tard dans la nuit et fréquente des gens étranges. Changeons un petit peu de registre. On la présente comme de la fantasy young adulte, bien que je déteste ce terme. Quand on regarde la trilogie de la Voix des Oracles, qui se passe au 5e siècle après Jésus-Christ, dans une Europe en pleine mutation, que l'Empire romain s'effondre, que les invasions barbares battent son plein, et qu'en plus on y ajoute une petite pointe de fantastique qui s'oppose à l'avènement de la chrétienté, et plus on parle de young adulte. Mais clairement, on est loin de ce poncif utilisé à tort et à travers, surtout quand les personnages grandissent et finissent l'histoire proche de la quarantaine, voire plus encore. Ah, me revoilà. Pas de séquelles? Tu veux parler de ce que j'ai en tête? Ça s'y trouve toujours. Et je t'en vends encore pour ça, tu sais. Disons que je n'avais pas vraiment d'autre solution. Ne refais jamais ça. En parlant de ça, je me demande alors comment on classerait Porcelaine. Je suis mauvaise langue, car Porcelaine utilise le cadre de la fantaisie orientale pour nous offrir une ode digne de la romantique fantasy. Le tout sur une histoire se déroulant sur plus de 1500 ans. Donc nous sommes là très loin d'un récit utilisant des codes parlant de young adulte. Ah, tu finis par admettre que le young adulte n'est pas que de la romance sans intérêt. Disons que les plus connus ne sont que des relents commerciaux dont l'histoire tendrait à s'effondrer sur elle-même si on enlevait les protagonistes principaux. Bon, on va pas s'amuser à refaire le débat ici les deux, là, hein, vous êtes gentils, parce que maintenant on le sait très bien, on colle l'étiquette young adulte sur à peu près tout et n'importe quoi. Pour moi le dragon est ce que l'ail est à la cuisine méditerranéenne. J'en mets partout. Ah, sacré Pierre Pével. J'avais déjà fait son éloge l'année dernière, mais ça m'ennuie vraiment de pas pouvoir m'attarder un peu plus sur lui aujourd'hui. Enfin, vous me direz, c'est le cas des auteurs et autrices dont j'ai choisi de parler aujourd'hui. Bah voyons. T'es pas très objectif pour le coup. Content de te revoir en un seul morceau. De ce que je m'en rappelle, pendant ce temps-là, j'avais des lunettes. J'aurais bien aimé les récupérer, à ce qui paraît, elles étaient très pratiques. Ça, de ce côté-là, je n'ai pas pu les récupérer. On peut pas tout avoir. Bon, continue de te concentrer, je prends le relais. L'intérêt de Pével se situe sur le même plan que Jean-Philippe Jaworski. C'est un rôliste, mais aussi un journaliste, ce qui a beaucoup aidé à faire la transition vers l'écriture, que ce soit de l'univers de Nightcrawler, avec ce qui deviendra par la suite le Haut Royaume, au cycle de Wildstadt, puis sur le cycle du Paris des Merveilles jusqu'aux Lames du Cardinal. Chaque sortie d'un nouveau roman de Pierre Pével est surveillée comme du lait sur le feu. Et après tout, il y a de quoi, parce que quand on parle de Pierre Pével, la première chose qui nous vient à l'esprit à l'heure actuelle, ce sont les Lames du Cardinal. Un véritable succès littéraire, aussi quasiment le GOTY de l'année en termes de JDR quand il est sorti. Mais bon, tout ça c'est bien gentil, mais en ce qui me concerne, l'univers qui me parle le plus est celui du Paris des Merveilles. Pas que cela se passe à Paris, mais plutôt l'ambiance qui s'en dégage. Celle d'un Paris idéal, loin de l'image nauséabonde et délétère d'aujourd'hui. Sans compter aussi que là, le cadre de la fantaisie se passe dans une époque beaucoup plus proche de la nôtre. Rappelons dès lors que des histoires n'ont pas besoin de se passer ni dans un Moyen-Âge surchargé et trop usé jusqu'à la corde, ni dans une période de la Renaissance qui risque d'être le prochain dans la liste des époques trop utilisées des romanciers. Plus de forêt sauvage, ou si peu. Les humains épilaient la terre pour mieux la tatouer de routes et de motifs urbains. J'avais déjà un petit peu parlé de Nathalie Do dans les écrivains que je recommande en SFFF, car en plus d'écrire, elle est aussi chanteuse. Mais là, je me répète un peu. Je pourrais m'attarder sur les 2 livres qui composent Les Sources des Tempêtes, qui sont dans ses dernières parutions, et qui parlent de magie, et plus particulièrement d'un déséquilibre dans la magie. Ce n'est pas la première fois que je vois ce terme abordé dans le foisonnement de récits de fantasy, et cela tous médias confondus. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Nathalie Do, c'est le nombre d'anthologies disponibles où elle a participé et qui a contribué à la propulser comme une personne incontournable en termes de fantasy. D'ailleurs, il faudrait aussi que je m'attarde sur toute cette fantasy librement inspirée des légendes celtes, voire historiques, qui sont sa spécialité. Nous avons souvent tendance à critiquer comment la fantasy est utilisée, que ça soit en termes de scénario avec son manque d'originalité, ou par l'époque qui est souvent utilisée, et bien souvent trop utilisée, qui est celle du Moyen-Âge. Terme entre nous que les historiens détestent, car c'est une période qui s'étend de 400 à 500 après Jésus-Christ, jusqu'à la Renaissance, qui débute au XVe siècle. Les historiens me reprendront. Si je dis de la merde, tant pis. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que ces 1000 ans, bien que ça soit assez vaste, qui soient utilisés. Car après tout, nous pouvons remonter jusqu'à une époque romaine. Pourquoi pas? Et là, ce n'est plus du Moyen-Âge.
Nous avons vu que la Renaissance est très souvent utilisée et que nous arrivons sur des périodes beaucoup plus proches, n'est-ce pas Pierre Pével? Mais néanmoins, dans tout ce marasme qu'est le Moyen-Âge, sortent parfois un peu du lot ces quelques petites pépites qui rendent le Moyen-Âge lui-même bien plus intéressant. J'avais 11 ans. C'est pour moi la première émotion de fantaisie palpable. La sensation de découvrir quelque chose de nouveau, d'inattendu, de différent. Quelque chose que j'attendais sans le savoir, à coup sûr. La suite. Leiber, Moorcock, Howard et Tolkien me l'ont offerte. Howard surtout, parce qu'il est à la source d'une fantaisie décomplexée, d'une sincérité absolue. Mathieu Gaborit, s'il y a bien une personne que je respecte entre tous dans les écrivains de fantaisie en France, et que j'admire vraiment, c'est bien lui. Car, avec Terry Pratchett, c'est la deuxième personne qui m'a réconcilié avec la fantaisie. C'est par lui que j'ai redécouvert le plaisir d'un univers sombre qui fut autrefois majestueux, la lutte nostalgique pour combattre l'inéluctable. Quand on prend un univers de dark fantasy et qu'on le place dans un monde typé Renaissance avec une fin qui paraît inéluctable, il y a là tous les composants qui peuvent faire que pour moi, la sauce prend. L'Armonde a été pour moi une raison de rester dans tout ce que j'avais pu lire dans le monde de la fantaisie jusqu'à cette découverte. Un trésor à lui tout seul. Comme un message que je trouve au détour d'un chemin qui me disait juste « Continue, ne t'arrête pas, nous sommes là ». J'ai vu la fantaisie sous un autre angle grâce à Mathieu Gaborit. Même si cela a été dit avec l'époque utilisée, il se trouve que de mémoire, et encore je peux me tromper donc je compte sur vous pour me reprendre si c'est le cas, que Mathieu Gaborit, avec Agon, est l'un des premiers romans de médiéval fantastique en France à avoir su s'imposer en sortant du carcan imposé par le Moyen-Âge en utilisant donc les codes de la Renaissance. Mais évidemment cela ne se tient pas qu'à cela, car il ne faut pas oublier que l'univers de Mathieu Gaborit vient aussi d'une création d'univers digne des tragédies grecques et qui en plus utilise les codes les plus sombres de la Renaissance en s'inspirant du baroque. Sans compter que les créatures fantastiques sont bien loin des clichés éculés qu'on peut avoir dans d'autres sagas ou autres JDR du genre. Exemple ici, un ogre et un minotaure ne sont pas des créatures à tabasser pour donner de l'expérience à un joueur. Ou alors ne sont pas de simples créatures maléfiques aux ordres d'un seigneur ténébreux quelconque paumé au fin fond du trou du cul de la campagne. Ou des montagnes. Ou d'un pays éloigné. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ah merde, on peut pas les passer au bûcher ceux-là ? Ok, je range le bûcher et je range le matos. Vous l'avez compris, même si la fantaisie moderne tiendrait plus ses origines de l'Angleterre et des USA, la France, et par extension le reste du monde, n'ont pas à rougir de ce qu'elles produisent. Nous jurons tous par Tolkien, Martin, Pratchett, voire J.K. Rowling. Mais combien d'auteurs de fantaisie sont dans l'ombre des grands maîtres? Pire, combien en France restent en retrait de beaucoup d'autres? Je n'ai pas parlé de Maxime Chatham par exemple. Pourtant, il est rôliste. C'était un choix pour moi qui aurait pu être évident. Mais je ne l'ai pas mis parce qu'il fallait aussi que je puisse équilibrer tout cela entre auteur et autrice. Donc je me retrouve un peu à faire des choix. Évidemment, encore une fois, j'ai mis plus d'hommes que de femmes. Bon, malheureusement. Mais je compte sur vous dans les commentaires pour placer quelques exemples. Comme ceci, si vous les avez lus, pour que vous puissiez donner vos avis. Bon, entre nous, en ce qui concerne Maxime Chatham, j'aurais pu en parler parce qu'il est rôliste. Mais je n'ai toujours pas lu Autre Monde. Et à l'heure actuelle, des résumés que j'en vois un peu à gauche à droite, je dois dire que je suis pas très emballé par le pitch. Donc je passerai mes réticences dès que possible et je vous ferai un retour là-dessus. Néanmoins, n'importe qui connaissant un peu l'univers littéraire de la SFFF en France et qui regarde cette vidéo a sur le bout de la langue au moins 3 ou 4 autres auteurs et autrices français qui ont fait de la fantaisie. Si la fantaisie ne casse pas les classements en France, c'est aussi un peu avec la culture française qui trouve que les écrivains de SFFF sont un genre à part et qui ne font pas de la vraie littérature, voire que ce sont des histoires faites pour les enfants. Alors que nous pourrions avoir notre Pratchett, notre Martin, notre Tolkien à nous. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. La plupart des Goncourt et des Renaudot, de toute façon, sont oubliés et mis au placard parfois avant même un an. Alors que la fantaisie, elle, réussit la gageure de s'installer sur le long terme, ce qui est ma foi la meilleure réponse que l'on puisse donner. Salut les nazes. Alors, on veut essayer de sauver le monde? Nous t'attendions. Qu'est-ce qu'arrête déjà? Il ne reste plus que toi à détruire. Et ce n'est pas en faisant appel à tes alter ego que ça va changer. C'est là que tu te trompes. Il y a une composante dont tu ignores tout. Mais tu ne seras plus là pour le voir. Quelle parole creuse, je vois. Ayez foi en la lumière. Regarde bien, Cthulhu. Cela ne fait que commencer. Rends-toi, céphalopodes de malheur. Il en faudra
plus pour me vaincre. Ça peut s'arranger. Non. Alors comme ça, on a tué mon Jojo préféré. Ce n'est pas très glorieux. Mais je vous attends. Il est temps de clôturer tout cela. Mais une chose, regardez ce que vous avez fait en tuant Cthulhu. Vous avez libéré quelque chose de bien plus dangereux. Bientôt ce monde disparaîtra dans les limbes que vous avez répandues. Bon, j'aurais bien voulu me préparer, mais il me semble qu'on va pas trop avoir le choix. Donc c'est parti pour faire comme la dernière fois qu'on a affronté Kefka. Oh, pas tout à fait. Regarde Padre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous quatre, là, êtes appelés à évoluer, à devenir encore plus forts. Je ne pense pas que ce que nous allons faire tout de suite soit la même chose que la dernière fois que vous ayez affronté Kefka.